à tous, Fishing Club numéro 2. Le Fishing Club, c'est l'endroit où on réunit les experts de la pêche de loisirs en France pour aborder les thèmes qui vous passionnent. En tout cas, on l'espère, sinon on est un peu mal. Et pour ce Fishing Club numéro 2, on a décidé de réunir Jean-Christophe David, Gaël Even, Samir Kerjou et Bruno Peb. Merci beaucoup, messieurs, de faire partie de du deuxième numéro du Fishing Club. On a plein de choses à aborder. On va parler du bar, si ça vous va, pour commencer. Et on va parler d'une tendance actuelle. C'est le retour de la pêche du bar au leurre dur, au poisson nageur. Leurre de surface et poisson nageur, on va dire, au sens général. Parce que quand tu dis retour, là, je ne suis pas d'accord avec toi, quoi. Si on parle du leurre dur en tant que tel, il y a plusieurs familles. Donc leurre de surface, poisson nageur, crank-minnow ou crank-bête. Alors leurre dur, est-ce qu'on peut faire une généralité? Alors j'ai l'impression, sur la tendance, modestement, mon cher Bruno, j'ai l'impression que les gens pêchent plus de nouveau ces dernières années avec des leurres durs. Alors déjà au leurre de surface, pour moi la tendance elle n'a jamais baissé, quoi. Parce que déjà il faudrait être bête de se priver de cette attaque de ce poisson. Je pense que c'est l'une des plus belles pêches, la pêche au leurre de surface. Donc je pense que tout le monde a continué à la pratiquer. Là où je te rejoins un petit peu, et on va étayer un petit peu ça, c'est que la pêche au poisson nageur revient en force. Pour plusieurs raisons. Pas parce que les poissons s'étaient éduqués et ne mordaient plus. C'est parce qu'il n'y en avait plus dans les boîtes, quoi. Tu croisais des gars en mer ou au bord de l'eau, personne avait un poisson nageur dans sa boîte. Donc évidemment, quand tu n'en as pas, ça ne prend pas de poisson. Je suis d'accord avec toi. L'explosion du leurre en France, du leurre dur en France, c'est 96-97. Et l'apparition du leurre souple vraiment sur le marché de manière massive, c'est 2003. Et donc, ce laps de temps, 96 jusqu'à 2003, les gens ont eu l'impression d'avoir fait le tour, un petit peu. Donc tout le monde s'est engouffré de manière massive dans le leurre souple. Tout le monde a pris du plaisir de 7 à 77 ans, voire plus. Et ça, du coup, les gens qui venaient à la mer et l'explosion du nautisme derrière, tout ça, ça a fait que les gens sont éclatés simplement. Et ils n'ont pas pris le temps de vraiment investir le côté technique du leurre dur. Moi, je pense qu'il y a autre chose, c'est que quand les leurres souples sont arrivés, on s'est mis à aller pêcher des poissons qui n'avaient jamais vu de leurre, dans des postes avec des grosses quantités de poissons. Donc si tu faisais le bilan entre une après-midi à pêcher au leurre dur et une après-midi à pêcher au souple, à la même période, la taille moyenne au leurre souple, elle était beaucoup plus grosse qu'au leurre dur. Et donc au final, c'est tout à fait naturel, c'est-à-dire que parce les qu'on gars... allait les chercher plus profond, rien à voir exactement. Avec la au final, c'est ça. On est descendu dans la couche d'eau, et le bar, c'est ce qui s'est passé. Au début, on pêchait en moins de 5 mètres, après on est allé dans 10, après on est dans 15, dans 30. Et on a pris des gros poissons, dans les rats, dans tout ça. Les trucs, même comme le rat de 5, qui n'avaient jamais été pêchés, le sont devenus. Il y a eu des pêches exceptionnelles de fait. Et donc, évidemment, tu retournais au bord avec des leurres durs, tu prenais des poissons, mais la taille moyenne et le nombre de poissons, à cet instant-là, te paraissaient dérisoires par rapport à ce que tu pouvais faire ailleurs. Donc, il y a eu cette transition vers le profond qu'on a opéré. Et là, ce qui se passe, c'est que, déjà, il y a eu les quotas qui sont arrivés par chez nous, par exemple. Donc, au final, on dit, tu n'as plus le droit qu'à un poisson. Et les poissons qui étaient profonds, malheureusement, on a quand même tapé dans le stock. Et donc à revenir au bord, à avoir des attaques au leurre de surface, au minnow et tout ça, on a beaucoup plus de touches. Et par là, plus de plaisir, parce que tu n'attapes pas plus qu'ailleurs, sauf que tu as des sensations différentes. Et après, il y a eu aussi moi dans les leurres durs, je mettrais les lames métalliques, là, qui pour moi ont ouvert une voie que les minnows, par exemple, n'avaient pas ouverte. C'est-à-dire que pour le coup, on pourra pêcher dans 6, 8, 10 mètres, un truc qu'on ramène pareil, avec quelques subtilités, mais qu'on sent bien dans la canne, et avec une touche violente. Parce que c'est là où il faut faire la différence. Il y a l'attaque en surface, qui est visible, qui est sympa, mais la touche d'un bar sur un minnow, ramené à fond, là, un arrêt buffet. C'est un arrêt vraiment, et ça c'est exceptionnel. Et on retrouve exactement la même touche sur une lame, par exemple. Et puis il y a aussi notre expérience, notre culture, qui faisait aussi tout simplement que les leurres de surface, on les utilisait dans une certaine couche d'eau. Moi, ça va faire 3 ans que je pêche principalement 3 mois et demi de l'année qu'au leurre de surface, le bar, et je le pêche plus du tout dans les mêmes conditions. C'est-à-dire que là où j'allais les chercher entre 2 et 6 mètres d'eau maintenant, ma première couche d'eau pour aller pêcher les bars au leurre de surface, c'est 12. Et je fais de 12 à 25, avec des poissons que j'ai à l'écho, hein. Je les ai bien, ils sont bien posés au fond, il n'y a pas de problème. Et au premier passage, ils viennent te défoncer ton leurre. Cette année, j'ai pris des tonnes de gros poissons au leurre de surface, quoi. J'ai rêvé, ou quand même, il y a pas mal de gens qui pensent que le shad, en tout cas sur le bar, ça marche moins bien que ça a marché. Je pense que ça... Pas dans toutes les conditions, pas tous les jours. Après, encore une fois, pour que le shad fonctionne, si là tu prends l'exemple du shad, il faut qu'il y ait une présence de nourriture aussi. Ouais, si tu prends swim bait, faut qu'il y ait aussi on va dire, la nourriture en corrélation. Il faut que ce soit des sardines, que ce soit des anchois. T'as beau pêcher des bars qui sont en train de déguster dans l'ançon, tu vas pouvoir le promener, ton shad, quoi. Il y a une chose aussi, ça prend, hein. Au travers de ce que tu dis, c'est qu'en France, on aime bien
tirer des conclusions très très rapidement sans avoir un échantillonnage suffisamment important et avoir suffisamment de recul sur les choses, quoi. Et dans la pêche, c'est très présent. Ça. On se dit, ah bah tiens, voilà, ils mordent de cette manière-là. Mais Il n'y a que ça qui marche. il n'y a que ça qui marche. Il y a que ça qui marche. Et donc, pourquoi? Et nous, à contrario, en Méditerranée, la pêche au leurre dur, elle ne s'est jamais arrêtée. Elle n'est pas super pratiquée comme la pêche aux appâts naturels, qui prend le dessus, pour le bar, fait pour le loup. Mais par contre, ceux qui pêchent le loup au leurre dur l'ont toujours pêché de cette manière. Donc Mais il n'y a, parce pas, que il y a pas de changement de tenue des poissons par rapport aux différents phénomènes climatiques ou météorologiques. Le poisson n'a pas bougé dans la couche d'eau, ce qui fait qu'on le reprend aussi un peu plus facilement au leurre dur. C'est une hérésie de penser Je ça. pense que, moi, sur ce que je constate, c'est qu'avant, il y avait vraiment des grands plateaux où tu avais des poissons derrière chaque caillou. Maintenant, on a plus des phénomènes de mattes, de poissons qui sont à un moment donné. Ça va durer des fois 3 jours, des fois 15 jours, des fois 1 mois. Et par contre, tu as des zones qui sont relativement vides. Mais parce que les poissons qui étaient derrière les cailloux, ils ont été enlevés. Hein. Parce que ces poissons-là ont été enlevés, on est bien d'accord. Donc en fait, c'est juste des changements. Et après, par contre, j'étais encore les pêcher hier. Il y a des endroits où tu as des poissons qui sont sédentaires depuis un petit moment. Et tu vois bien que si tu envoies des signaux forts, ça marche exactement pareil sur les cendres. Le plomb qui touche le fond, sur des poissons qui ont déjà été pêchés, c'est fini. Ouais, c'est fini. Ouais. C'est fini. Le bruit. Et donc la traction, elle a encore des belles années devant elle, à partir du moment où c'est bien pratiqué. Mais par contre, on ne pourra pas se permettre de faire les écarts comme on les faisait avant, c'est-à-dire les gars qui pêchaient avec 40 grammes dans 5 mètres d'eau, en faisant du poum, ça retombe. C'était bien, hein, c'était un réflexe, le poisson, il l'a attrapé. Ça, c'est bon, ils ont compris ça. C'est-à-dire que, pour moi, il y a un phénomène d'accoutumance sur ce genre de truc où tu as une tresse qui siffle un grand coup au-dessus de leur tête, il y a un truc qui fait un bruit bien spécifique, et il y en a un du banc qui se fait arracher et qui lâche des signaux de détresse. La première fois, ça marche, la deuxième, ça marche, mais si tu y retournes régulièrement, au bout d'un moment, tu en prends un, et c'est fini. Tu attends, tu es obligé de revenir plus tard. Et pour moi, il y a un peu le même comportement que sur le centre dans certains cas. C'est-à-dire que. Mais des trucs. Toi, tu vois tout qu'au travers du centre, de toute façon. Mais c'est vrai que c'est des il- poissons similaires hein, en comportement. Pour pêcher régulièrement les deux, le bar et le centre sont des poissons qu'on peut comparer et vraiment qui ont les mêmes attitudes. Il y a un truc qui est quand même important, c'est que les leurres durs font venir du poisson de plus loin. D'accord ? On pêche plus vite. Mais c'est souvent plus délicat de trouver le bon. C'est-à-dire que le côté leurre souple est plus polyvalent. C'est-à-dire que les gars, on se fait intercepter à la descente, on se fait intercepter à la remontée. Le leurre dur, il faut vraiment... Il y a des journées où tu vas passer une boîte et il y en aura 3, 4 qui vont marcher. Ouais. Par contre, qui vont très très bien marcher. Puis il faut savoir dans quelle colonne d'eau exact tu vas travailler. Ça nécessite d'avoir une connaissance justement de ta boîte, de ce que ça fait et de comment. Et c'est le côté... et là, maintenant qu'il y a plus de vidéos, plus de partage et tout ça, ça facilite un peu les choses. Mais le leurre dur a cette capacité à faire venir les poissons à pêcher très vite. Mais il a aussi cette capacité de répondre à certains critères. Et si tu n'es pas dedans, tu peux vraiment aller à côté aussi. Si tu as vraiment le bon leurre dur, que ce soit en surface ou pas, le poisson il monte, il faut le faire monter, il faut trouver le truc pour le faire monter. Mais lui, il a les aptitudes à monter et même de grande profondeur. C'est un peu ce que la plupart des pêcheurs aujourd'hui ont oublié. Vous voyez, à 15 mètres d'eau, sondeur ou 20, on descend. Et regarde d'abord s'il monte. Et c'est tes 5-6 produits qui sont différents et qui vont te faire... Et c'est pareil partout, hein. C'est aussi bien en mer qu'en eau. Pour le bass, c'est la même. Ah oui, c'est exactement la même chose. C'est pour tous les poissons. Plus ils montent de loin, moins ils refuseront une fois qu'ils sont arrivés. Ils sont lancés, hein. ils n'ont pas fait des efforts pour rien non plus. Quoi. Puis c'est souvent des beaux poissons, quoi. C'est vraiment des beaux poissons qu'on va... Et puis si on fait un peu, même si j'aime pas trop les oppositions, leurre dur, leurre souple, ça fait plusieurs étés, ça fait au moins 3 de suite dans le Finistère. Tu prends bien plus de poissons au leurre de surface qu'avec n'importe quel leurre souple. Oui, mais après, et des tailles bien plus importantes. Parce que tu insistes beaucoup avec, parce que tu te fais plaisir. Non, parce que là je parle de journées où on est sur l'eau avec des potes et des gars qui pêchent très bien, d'autres personnes pour ne pas les nommer, qui pêchent très bien, des pêcheurs, notamment au shad, qui sont reconnus sur le secteur. Est-ce qu'ils sont passés sur des shads de 25 cm ? Non, mais c'est la même, je suis d'accord avec toi. S'ils sont restés sur des shads de 12 ou de 14 ou 15, ils sont pas du tout dans le même registre que ton gros leurre de surface. Pour terminer, messieurs, parce qu'on est au cœur de l'automne, hein, l'été il est bien derrière nous maintenant. Bruno, jusqu'à quand on peut pêcher tu parlais des leurres de surface. De leurres de surface ? Ouais, jusqu'à quand là tu vas les promener Jusqu'à temps que tu puisses aller à l'eau, quoi. Voilà. C'est-à-dire que moi, c'est jusqu'à fin décembre, la mer me permet d'aller sur l'eau. Jusqu'à fin décembre, je mettrai les leurres de surface, quoi. Voilà.
donc à Noël, Bruno Peb, au leurre de surface. Il y a 3 ans de ça, avec nos amis des pêcheurs belges, voilà. Mois de décembre, c'était le 21 décembre, on a fait une vidéo sur la pêche au leurre de surface. C'était depuis l'été, on n'avait pas trouvé de date sur nos agendas respectifs pour la caler. On l'a fait le 21 décembre, il devait faire 9 degrés, l'eau devait être à 10. On a fait des poissons au leurre de surface. Tout le monde OK avec ça? Il n'y a pas d'idée C'est plus la clarté de l'eau et tout ça qui va jouer. Si l'eau est vraiment en troupe parce qu'il y a eu des coups de vent, des machins, tu auras plus de mal. Mais c'est pas valable que sur le bar. Non, c'est valable sur tout, mais ouais, je suis d'accord avec ça. Merci beaucoup, les gars. On va enchaîner, on va revenir à l'eau douce dans le Fishing Club. On revient donc sur le plateau du Fishing Club et on va parler d'eau douce, on va parler d'un sujet épineux, on va parler du black bass, messieurs, qui est, on est tous d'accord, je pense, largement sous-représenté dans les eaux françaises. Jean-Christophe David est un petit peu encyclopédique sur le sujet. En préparant l'émission, j'ai déjà appris... Oula, t'as la pression. Oula, t'as la pression. encyclopédique. Les gens ne savent pas ce que ça veut dire. Le terme est peut-être un peu haut, mais un peu pompeux, complet. Je reviens de 5 ans aux États-Unis, donc où je suis allé là-bas pour ça, principalement. C'est vrai que du coup, j'ai pu mettre en perspective les choses un petit peu. Et je pense que le problème de base en France, l'introduction du black bass, c'est 19e siècle, puis ensuite la Seconde Guerre mondiale. On a, depuis le début, on a voulu protéger une population de black bass qui s'étiolait. Ça fait un peu une Ceux qui avaient été introduits au 19e, juste pour bien comprendre. 19e et ensuite à la Seconde Guerre mondiale. À partir de là... C'est pour ça qu'on n'a pas voulu réinjecter de nouveaux poissons pour protéger cette souche-là, c'est ça? Pour protéger ça, et puis ensuite, forcément, il y a eu des empoisonnements qui ont été faits derrière en France, mais pas de manière soutenue et récurrente. Et du coup, la population, elle est fragile. C'est un poisson de pêche et de sport extraordinaire. Voilà, c'est un prédateur incroyable. C'est un poisson qui est extrêmement combatif, qui est parfois pas très très dur à prendre. Bref, ça pourrait être un poisson qui ramène des gens au bord de l'eau et avec lequel les gens prennent énormément de plaisir. Il y a eu un manque de volonté de l'introduire. On a pris trop de précautions, on a compris grâce à vous. On a eu peur de quoi? Parce que ça marche, le bass, il se reproduit. Ouais, mais c'est pas... En fait, la problématique, elle vient d'ailleurs. C'est-à-dire que... Et on a eu la même pour le cendre. C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est le Conseil supérieur de la pêche. Comme ce n'est pas une espèce endémique, on a tout fait pour protéger le brochet, mais les 2 autres espèces, au contraire, le CSP qui est devenu l'ONEMA, qui est l'agence, ne veulent pas de cette espèce-là en eau douce. Là, encore aujourd'hui? Encore aujourd'hui. Bien sûr. Ils n'en veulent pas. Et donc, au final, l'ouverture a toujours été mise pour pêcher ces poissons sur les nids, a toujours été mise. Parce que pour eux, ils n'ont pas leur place dans nos milieux. C'est-à-dire qu'eux ne font pas de l'halieutisme. Ce n'est pas pour la pêche qu'ils sont là. Eux, ils sont là pour les milieux aquatiques. Et en fait, ils regardent quelle espèce était soi-disant là avant, lesquelles ne le sont pas. Mais après, c'est délicat parce que les carpes ne sont pas de chez nous, le silure n'est pas de chez nous. L'aspe n'est pas de chez nous. Et donc, au final, on a plein de poissons. Et pourtant, ça se passe bien avec ces poissons qui ne demandent rien à personne, qui avec s'implantent. le silure, pas spécialement. Avec l'aspe... L'aspe, ça se passe bien parce que comme ils n'ont pas trouvé de bonne recette pour l'instant, personne ne les mange. Quoi. Voilà, donc ça se ces développe. poissons-là ont gagné leur place tout seuls. Le bass, il aurait fallu qu'on puisse l'aider, qu'on puisse le faire découvrir à un plus grand nombre de pêcheurs. Hein. Même si peut-être que nos erreurs, ça a été de dire non, on n'en a pas beaucoup, faut pas le pêcher. On a fait ça, fallait leur dire pêchez-les. Comme le du plaisir et tout le monde va mettre la pression pour qu'on en relâche plus, qu'on puisse vraiment l'introduire. Exactement. Et au final, c'est comme le cendre. Tu parlais, encore une fois, dans le Fishing Club numéro 1, tu parlais de la qualité gustative du cendre. Et du cendre, il y en a partout, il y a beaucoup de pêcheurs. Dès le départ, on aurait dit le black bass, il faut le manger. Tout le monde se serait rué au bord de l'eau et tout le monde, et puis les APPMA auraient fait, et les fédérations auraient fait ce qu'il faut pour qu'il y ait du poisson. Mais, pour répondre à la demande en fait. Pour répondre à la demande. C'est partie de la base de la pêche au leurre, le bass. Le bass, on le pêche du fond jusqu'à la surface de toutes les manières, au leurre dur, souple, doucement, rapide, à fond, avec des cranks comme un imbécile, à ramener doucement. Toutes les techniques s'y prêtent, sous les frondaisons, dans le cover le plus absolu. C'est vraiment un panel de techniques qu'on peut trouver dans très peu d'espèces. C'est pour ça qu'il génère des poussées de fièvre comme ça aux États-Unis, au Japon, ce poisson? C'est à peu près ça. Et puis c'est un poisson qui s'éduque rapidement. C'est un vrai poisson de jeu, quoi. Quand tu le pêches dans des petites surfaces, tu peux le voir, tu connais ton poisson, tu l'as déjà attrapé une fois, tu reviens, il est toujours là, tu lui présentes le même leurre avec lequel tu l'as pris, il te le refuse, tu vas chercher dans ta boîte, tu joues. Puis à un moment, tu trouves le truc et tu le reprends, le poisson. C'est des petits défis. C'est un vrai poisson de sport. Et aujourd'hui, moi, mon avis perso, c'est que
les fédés s'en foutent royalement. Les APPMA ne sont pas tenus par des personnes qui désirent le voir arriver. Personne n'a fait l'effort de jouer le jeu, de l'introduire, de le faire découvrir. Je ne vais pas faire le faux naïf, mais il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre. Les gens que tu viens de citer, leur désir, c'est qu'il y ait de plus en plus de pêcheurs et c'est qu'il y ait de plus en plus de cartes de pêche qui soient prises. Ça les aiderait quand même d'avoir un poisson. Je pense que dans leur tête, la truite arc-en-ciel, pour eux, amène plus de gens au bord de l'eau et notamment cloisonne aussi des gens. C'est moins cher au kilo. C'est moins cher au kilo aussi, c'est une réalité. Non mais c'est vrai aussi, quoi. Mais je pense que si on faisait les mêmes introductions, je pense qu'on aurait le même résultat, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu prenais l'exemple des États-Unis ou du Japon. Pourquoi ce poisson est beaucoup pêché ? Parce qu'il est ultra représenté et qu'aussi il y a des rempoissonnements énormes dans ces pays. Exactement. La reproduction d'elle-même sur le black bass, ça peut très bien marcher dans les petits milieux, mais sur les grands milieux, comme on a en France, c'est pas en mettant 40 kilos d'un côté et 50 d'un autre que ça va prendre. Il faut que ce soit fait de manière massive. Point. Massive, et une fois, ça va prendre, parce qu'il y a des idées reçues comme quoi si l'eau est un peu froide, ça ne prendra pas, c'est-à-dire que dans le nord de la France, ça sera compliqué d'introduire. C'est des conneries, ça. Ça, c'est complètement dingue. Moi, j'ai des potes qui habitent au nord des États-Unis ou même au Canada qui pêchent le black bass sous la glace. C'est le poisson qui supporte le plus les variations de température. C'est clair. J'ai des copains qui ont des étangs privés en Normandie, en Belgique. Ils ont des blacks et ils se reproduisent et voilà, il n'y a pas de problème. Donc ce côté climat. Donc c'est juste un problème de volonté en fait. On va dire, pour généraliser, politique. Si aujourd'hui on décide en France d'introduire le black bass, ça va coûter un peu d'argent parce qu'on a compris qu'il faut un empoisonnement massif, mais ça va marcher à coup sûr et ça va être assez rapide. Des exemples, on en a beaucoup. Une rivière comme le Vidourle dans le sud de la France où c'était franchement une rivière magnifique, autant que le Lot, en plus petite taille, avec une très très grosse population de black bass. On a vu le truc, ce n'est pas les pêcheurs qui les ont décimés. On a chopé une pollution 2 ou 3 années de crue, et derrière, la population elle a vachement diminué. Si on avait eu des réintroductions, ça serait reparti de la même manière. Les poissons étaient là, ils ne se sont pas envolés les poissons. C'est la pollution, c'est les inondations, on les a trouvés les poissons morts dans les champs. Ils étaient bien là ces poissons. Et le soir, tu allais au Mésalo, tu avais 10 pêcheurs sur chaque bief qui pêchaient le bass. Il n'y a pas de basse aujourd'hui, tu fais les biefs, tu as 2 bateaux qui ne pêchent pas le bass. Hein. Voilà. Après, il y a la vulnérabilité du poisson sur sa frayère, qui n'est pas comme le cendre, justement. Le cendre, il a une grosse capacité de production. Les persidés, là-dessus, ils sont plus costauds que sur le black, là. Le black, il a une capacité de production, mais qui n'est pas énorme. Et tant qu'on les embêtera sur les frayères, déjà, les populations qu'on a, on aura du mal à les garder. C'est quand le bass sur les frayères, c'est quand en France ? Mais, la fourchette. Allez, on va dire jusqu'à fin juin. Ça dépend. Ça coïncide avec l'ouverture. Hein. Ouais, exactement. En plein, on est en plein dedans. Donc là aussi, il y a un petit problème. Après, vas-y, finis. Toute la problématique de faire des introductions massives, c'est qu'à l'heure actuelle, en France, on n'a pas de production massive de basse. Donc tout ce qui est rare est cher, donc on a un problème, même si jamais on avait la demande pour en acheter, on n'aurait pas forcément l'offre en face pour amener des centaines de kilos. Il n'y aurait pas l'offre de manière instantanée. Mais là, tu vois, on en a discuté avec un des pisciculteurs. Si tout le monde lui fait une demande, lui, il est capable de fournir sur 2, 3, 4 ans. Et ça, il n'y aurait pas de problème. Maintenant, la pêche sur les frayères, c'est un problème en France. Pourquoi ? Parce qu'on a une petite population. Et c'est pour ça, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, quand on dit on a surprotégé le black bass, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, parce que les choses n'ont pas été faites correctement, alors que ce serait l'explosion de la pêche. On n'a qu'à regarder, on a des exemples quand même flagrants. Hein. Tu regardes l'Espagne, ils pêchent le black bass sur les frayères, ils font des concours pendant la repro du black, ils ont des blacks comme ça. Les introductions de départ ont été faites comme il fallait, je pense. Non, je ne suis pas d'accord dans le sens où, par rapport à l'Espagne et la France, la pression de pêche sur les milieux, elle n'a rien à voir. Ce n'est pas du tout les mêmes milieux. C'est-à-dire qu'un grand lac, que tu le veuilles ou non, tu prends un grand lac qui fait 6 000 hectares ou 4 000 hectares. Si tu en jettes ne serait-ce que 25 dans une baie, mais que pendant 4 ans, il n'y a personne qui va pêcher et qu'il y a des milliers d'ablettes, inévitablement, derrière, tu pourras avoir une explosion dans le truc. Alors que chez nous, des endroits qui ne sont pas pêchés, et où il y a une surproduction parce que le milieu le permet. Ils ont des grands marnages sur ces plans d'eau, donc ça produit tous les ans et tout ça. On ne l'a pas spécialement, nous. C'est-à-dire que... Ouais, il y a un autre truc, quand tu parles de pression de pêche, les lacs sont plus grands, c'est clair que ce n'est pas tout à fait comparable. Par contre, là-bas, comme j'étais ce week-end, si tu as 100 bateaux, il y a 100 bateaux qui sont en train de pêcher le bass. Oui. Chez nous, ils sont en train de pêcher le sand. Ça veut dire que même s'il y avait quelques basses sur les bordures, ils ne seraient pas emmerdés.
L'Espagne, ils ont beaucoup de barrages comme ça. C'est la pampa, hein. Il n'y a que ça. Hein. C'est-à-dire que s'il n'y a pas la pêche, il n'y a rien là-bas. Donc tu as des tas de lacs qui sont en train de végéter parce qu'ils ne sont pas pêchés, avec des populations qui se portent bien, et qui vont revenir sur le devant de la scène parce que justement, les gars vont refaire des pêches à nouveau. Ouais, tu as des lacs qui restent toujours en jachère, Alors et donc que, ça permet des explosions à chaque Trouve-nous fois. un lac en France là, qui fait ne serait-ce que 200 hectares qui n'est pas pêché. Il est privé. Ouais, mais moi j'ai envie de te dire. Il est privé. J'ai envie de te dire aussi, trouve-moi en France un lac où déjà il y a pas mal de black bass. On l'a jamais eu, donc forcément, Si, il y on en a peut pas eu. se comparer. Oui, il y en a eu. Moi, Il y j'en en ai a eu eu. quoi En Normandie, toi, il y en a un où on en faisait. En Eh Normandie, un lac, déjà, c'est. Le lac, Bah, il faisait 100 hectares. le lac des Gusons, il y a Le lac de Rabaudange, Aiguzon, t'en il y a des as. basses, hein. Désolé. Hein. Mais le problème, c'est dès qu'il y en a, regarde Saint-Étienne-Cantalès, il commence à y en avoir. Ah Il bah y tiens, avait 3 bras dès où qu'il y en avait a, des poissons, les mecs gars, le pêchent. faut pas C'est non ça que t'allais plus, dire Eh oui. Ah bah ouais, Ouais, mais c'est peut-être bien pour ça qu'il en faut plus. On en Mais revient à on est bien ça. d'accord. Saint-Étienne, il y avait 3 Mais, mais par 3 contre, bras où il y avait des basses, quoi. toujours est-il Il n'y avait que pas des basses dans tout si le lac. t'en as et que t'arrivais à laisser un. Je te parle d'une jachère, moi. Et Ouais, c'est ça, des zones ce de serait jachère, valable tout pour toutes simplement, les quoi. espèces. Parce que dès qu'on met un lac en eau, on le ferme pendant 2 ans, on l'ouvre, quelles que soient les espèces qu'on a mis dedans, Ouais, c'est bien. c'est l'explosion. Ouais, ouais. Alors évidemment, t'en vides rien. T'as un lac EDF ou n'importe là qui est vidé. Tu te dis, bah tiens, on met que des basses en plus. Et là, pendant 3 ans, tu le pêches pas. Et bah là, tu pourras partir sur une population qui est digne de quelque chose. Mais tant qu'on fera comme on fait, c'est-à-dire d'en mettre, comme tu disais, 40 kilos ici, 20 là, et qu'en plus on les pêche en même temps, Ouais, voilà. ça marche Ah, mais on est bien d'accord, on est d'accord sur le sujet. J'ai Le lot, l'impression ils font que, bien aussi l'aviron et le lot, tire ils une font balle bien, dans le pied. ouais. hein. Oui, oui, oui. En jouant pas la carte à fond et en faisant pas de la place à ce poisson qui fascine absolument tout le monde. Et je suis peut-être très bien placé pour en parler. Si ça se passe comme ça aux États-Unis, notamment, s'il y a cet engouement-là, toute la problématique- c'est parce que c'est un poisson aussi qui peut rendre fou. hein. Ce Non, mais- poisson, c'est l'école de la pêche au leurre. Ouais. C'est clair et net. Ouais. Voilà, il t'apprend tout, ce poisson. À retarder tes ferrages, à les accélérer en fonction de son comportement, à les prendre en haut, en bas, à pêcher entre deux eaux. c'est dommage d'avoir mis toutes ces écrevisses américaines dans nos eaux sans qu'il y ait le poisson d'origine pour les bouffer. J'ai bien compris, on espère en tout cas que les choses changeront et qu'on saura, que nos dirigeants sauront faire une place. Donc après, on le disait, la Fédé du Lot, la Fédé de l'Aveyron L'Aveyron, font des ouais. super trucs justement Mhm. là-dessus. Donc c'est intéressant de le noter. Il y en a quand même qui essayent des trucs et puis C'est bien, qui heureusement. vont de l'avant. Ça peut être des locomotives aussi, ça peut être des Exactement. exemples. Ouais, vraiment. Exactement. Bah, espérons que ça va le devenir. Merci les gars. On va enchaîner, on va rester Merci. sur le douce. On va parler du cendre. On est de retour sur le plateau du Fishing Club et on va aborder la pêche du cendre en fleuve avec malheureusement des gens qui connaissent pas grand chose, mais bon, avec vous sous la main aujourd'hui pour venir parler du cendre en fleuve. Bruno, Samir et Gaël, vous pêchez évidemment énormément ce poisson. Jean-Christophe un petit peu moins. On va essayer de dégager Beaucoup moins. on va essayer de dégager avec vous les approches qui marchent en fleuve. Est-ce qu'il y a des choses à faire en priorité lorsqu'on cherche le poisson en fleuve ou à ne pas faire au contraire, Bruno? Moi, perso, je pars toujours sur 4 vibrations. J'ai toujours, évidemment, un grub, un finesse, un slug, un shad. D'accord? Et l'ordre que j'ai donné en général, c'est à peu près l'ordre auquel je lui passe parce que la majorité des pêcheurs français pêchent au shad. Quand tu prends un pêcheur de cendre, tu vois toujours un shad, un swim au bout de sa canne. Excuse-moi. On va y arriver, hein. Bravo. Et On va rééduquer tout le monde. en termes d'efficacité, moi je trouve que c'est pas le leurre le plus prenant pour ma personne. En tout cas, notamment sur les jolis poissons, c'est pas mon leurre de prédilection. Donc on va essayer de faire tourner toutes ces vibrations. Une fois qu'on aura pris quelques touches sur ces vibrations, on aura peut-être compris déjà un petit peu ce qui va les déclencher. Après, on va chercher le coloris, parce que évidemment le coloris va faire qu'on va prendre une multitude de poissons grâce à ce coloris. Et puis une autre chose qu'on n'a pas encore parlé, on va y revenir ici, c'est la tête plombée. Ça va être le grammage, mais les formes aussi, les formes et les couleurs. Ce qui fait qu'on a des associations comme ça pour le cendre qui peuvent être, si on parle de pêche au leurre souple, parce qu'il n'y a pas que la pêche au leurre souple, il y a les pêches au cran, il y a les pêches à la lame, enfin voilà. Si on prend cette pêche juste au leurre souple, association tête plombée, on a moyen de perdre ses cheveux, quoi. Voilà, c'est ce qui y est arrivé. Ah ouais, c'est pour ça que Et là, tout le monde t'écoute religieusement. Ça vient. Là-dessus, on est tous d'accord, On va bien réussir sûr. à dégager une tendance alors. Donc le grammage, très important. Les familles de leurre dont on va parler, Bruno. La forme de la tête plombée aussi. T'en as qui tu vas te servir pour ramasser quand les poissons sont par terre, d'autres qui vont moins tirer sur le courant, qui vont moins tirer sur la canne. Tu as beaucoup de facteurs à prendre en compte sur le matériel. Moi, je pêche beaucoup le Rhône, par exemple. Sur le Rhône, si tu veux, on s'aperçoit régulièrement que les plus belles pêches que tu fais, c'est pas avec des petits leurres souples, quoi. Parce que là, on est en train de parler de leurres souples, c'est souvent avec du 5, 6 pouces, voire 7 pouces. Dans l'ensemble d'une saison, tu réussiras plus ta pêche sur des leurres de 5, 6, 7 pouces. Tu auras des résultats beaucoup plus réguliers, avec dans le lot des gros et des petits poissons aussi. Et forcément, sur certains barrages que je pêche, si tu mets
un leurre de 7 pouces, tous les pêcheurs de sand vont se foutre de ta gueule royalement, quoi. Ils vont dire, mais il pêche quoi, lui, le brochet? Alors qu'en fleuve, ce pas-là, les pêcheurs l'ont déjà franchi depuis longtemps dans leur tête et ont compris qu'en pêchant avec des leurres souples de taille plutôt importante, les résultats sont là. C'est pas tout à fait le même comportement, il y a du courant, ça va plus vite, les présentations sont différentes, il prend pas, ou le leurre il a échappé. Là. Il y a beaucoup de choses qui sont complètement différentes par rapport à la pêche en barrage. Je sais pas ce que tu en penses, Gaël, est-ce que tu l'as vu ça? Après, moi, je me méfie. En fait, il y a sur la Seine, là, j'en pêche une bonne partie. Chaque bief a une structure de population différente. C'est-à-dire que tu as des endroits où tu vas avoir davantage de petits poissons. Enfin, des poissons entre 40 et 65 disponibles. Il y en a d'autres où tu auras plus du 70-90. Il y en a d'autres où... Et donc, au final, quand tu prends un peu de recul, chaque bief a vraiment sa population de poissons blancs, la population de sandre qui est inféodée à ce bief. Et ils ont des comportements, justement, qui vont varier. Après, moi, ce qui me plaît dans la pêche en fleuve, qu'on a beaucoup moins en lac de barrage, c'est la lecture de l'eau. C'est-à-dire que le courant, comme disait Samir, c'est une carte, mais la carte, elle est à plat. C'est-à-dire que si tu sais lire, une fois que tu as compris les postes qui marchent, comment ils vont se placer par rapport à un courant ou un contre-courant et tout ça. C'est-à-dire que tu arrives... infos sur ça ou on ne peut pas énumérer tous les postes et faire Non, mais il y a des moments où on aura besoin d'oxygène, donc tu vas les prendre dans les courants les plus violents, le long des piles de pont, sur des choses comme ça. Il y a des moments où, à contrario, l'eau sera trop forte, donc ils vont se mettre plus dans les contre-courants, là où il y a le sable qui se dépose. Il y a d'autres moments où ils vont se mettre plus sur des gros blocs. Donc en fait, la courantologie va influencer, mais il n'y a pas que ça. Tu as la température et la turbidité de l'eau qui est importante. Plus l'eau sera trouble, moins ils seront profonds. Plus elle sera claire, plus ils seront profonds. Donc évidemment, une fois que toi, tu auras trouvé justement le bon compromis de tout ça, c'est là où va intervenir le choix de la tête plombée et tout ça. Pour moi, la tête plombée, les leurres, si tu veux, c'est avant la question de couleur, c'est une question de volume, contraste, vibration et vitesse de descente. C'est-à-dire que c'est exactement comme des pêches de truite en nymphe. Ton grammage de nymphe, tu t'en fous, c'est-à-dire que, enfin, tu t'en fous. Pour faire simple, tu peux très bien des fois, toi, prendre en 10 grammes, l'autre ne prendra pas en 10 grammes parce qu'il a une tresse plus grosse, il faudra qu'il mette 12 grammes pour avoir la même vitesse de descente. Donc le grammage de la tête plombée, c'est un facteur, mais sur toute une ligne. Si tu ne tiens pas compte du reste de la ligne, tu t'en fous du grammage. C'est donc une vitesse de descente qu'il faut trouver, et que ce soit en vertical comme en linéaire. C'est-à-dire qu'en vertical, quand tu vas relâcher, ce que disait Samir, c'est une tête qui tire très fort, et ben, elle va partir plus derrière. Mais des journées, ils voudront ça. Des journées, ils voudront une tête qui redescend vite. Il ne faudra surtout pas qu'elle prenne le courant. Là où vous êtes d'accord, j'ai l'impression c'est que sur le sand, les résultats peuvent varier énormément sur des choses qui sont infimes au niveau du matériel. Bien sûr, mais même sur la variation de la journée, les barrages, il les lâche, il les referme. Alors c'est pas compliqué. La grande ligne, c'est plus ça pousse, plus tu te rapproches des berges, moins ça pousse, plus tu descends. En fait, c'est vraiment une la ligne à respecter et la tendance qui fait que tu réussis ta partie de pêche. S'il n'y a pas de courant sur les bordures, il n'y a pas grand-chose. En règle générale, hein, même s'il y a des exceptions. Et si vraiment ça pousse grave, tu peux te retrouver à pêcher en vertical dans 80 cm d'eau et faire des poissons de 80 cm. Sur la taille des leurres, tout à l'heure Samir en parlait, c'est pareil, toi ça dépend des... Moi, ça dépend vraiment un petit peu, mais je pêche souvent. Moi, j'aime bien débuter en 4 pouces, c'est le minimum. Si je descends en 3, c'est que c'est vraiment craignos, quoi. Mais sans quoi, c'est 4, 5, 6 pouces, c'est les tailles, quoi. C'est-à-dire après 7 pouces sur des endroits vraiment spécifiques. Quand je veux trier, si tu as beaucoup de touches de petits et tu sais qu'il y a des gros dans le tas, ça permet de trier, ça dépend vraiment un peu des conditions. On pêche souvent le même secteur que Gaël. Il y a un secteur où je sais, Gaël pêche souvent 5-6 pouces. Moi, je le pêche beaucoup plus, 7 à 10 pouces. Voilà. Donc beaucoup plus gros. Beaucoup plus gros. Tu montes jusqu'à 10 pouces. Je monte jusqu'à 10 pouces. Ouais. Ça sélectionne ou en termes de fréquence de touche, il n'y a pas d'impact? C'est un secteur qui est quand même assez riche, donc la fréquence de touche, elle est quand même là. Tu peux pas dire, voilà. Par contre, sur la sélection, la taille des poissons, ça c'est indéniable. Ça, c'est indéniable. Et alors, c'est mon expérience personnelle. Tous les maitrets, mis à part un que j'ai pris, il n'y en a qu'un que j'ai pris en vertical, tous les autres, je les ai pris en linéaire. Donc, tu vois, une proie qui leur passe plutôt vite devant eux, plutôt dans peu d'eau. Donc, des poissons qui sont venus certainement se poser parce que le courant était fort ou parce qu'ils ont fini de manger, ils sont venus se poser. Et une grosse proie, quelque chose de volumineux qui leur passe relativement vite devant eux. Et même sur des périodes très froides. On dit souvent, voilà, on a tendance à dire, plus il fait froid, plus on ralentit, voilà. Et souvent, ces très gros poissons, je les ai pris comme ça. Voilà. Après, il y a une chose qui se vérifie l'hiver, enfin en tout cas sur un fleuve comme la Seine, là, c'est que plus tu avances vers janvier, plus la taille moyenne de tes prises, plus la température d'eau baisse, plus la taille moyenne des prises est importante. Mais après, c'est toujours pareil, c'est que plus la température de l'eau elle est froide, plus ils réagissent au plastique. C'est-à-dire qu'un mec qui pêcherait au manier en même temps que toi en automne, il peut rivaliser. Par contre, si tu as de l'eau qui est tombée à 6-7 degrés, voire 4, il ne peut pas jouer. C'est-à-dire que tu prendras plus. C'est sur la vitesse parce que tu vas pouvoir pêcher plus lentement. Non, pas du tout. C'est juste par rapport au comportement du poisson. C'est-à-dire qu'il y a un moment où le plastique va vraiment prendre le dessus sur le vivant. Et c'est très très net, c'est des questions de température. À un moment, ce sera plus des leurres métalliques, mais il y a vraiment ce phénomène-là. Après,
une chose qu'on n'a pas évoquée, mais qui est quand même importante, c'est que les fleuves, c'est des milieux qui produisent beaucoup. Et le fait de pêcher en fleuve, c'est que tu peux rêver de tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir une concentration de poissons à un moment donné, à un endroit donné, qui fait juste rêver, quoi. C'est-à-dire que tu peux faire 10, 20, 30, 40 centres sans bouger de place si tu es au bon endroit au bon moment. Si ça se trouve, les 2 km en dessous, t'en feras pas. Ça fait rêver. Hein. Avec des pêches que tu démarres d'ailleurs, ça nous est arrivé régulièrement, des pêches que tu démarres au leurre souple, et pour rentrer plus vite les poissons, tu les finis au leurre dur. Parce qu'ils sont tellement en activité, et tellement haut sur la bordure, là, tu poses des petits minots, des petits cranks, tu poses, tu fais 2 tours de manivelle, t'es pendu, quoi. Et pas des riquettes. Hein. On a compris, Bruno, plus sur le linéaire. Gaël et Samir, vous arrivez à dégager un pourcentage linéaire vertical sur Non, la là, pêche du je rejoins Bruno sur les gros poissons. Alors moi, c'est pas en linéaire que je les prends régulièrement, mais c'est en diagonale. Donc on en revient un peu, c'est le même esprit. On a une bannière tu pêches à la traîne, quoi. Qui a vraiment un angle, non, on va dire en dérive puissante. non, mais c'est vrai que sous le bateau, c'est pas de cette manière que je prends les plus gros. C'est souvent quand ma bannière est bien inclinée, que je suis à 8-10 mètres derrière le bateau, que j'ai vraiment un angle précis. C'est souvent de cette manière que je réussis les plus gros poissons. Il peut y avoir des choses aussi qui expliquent qu'on prenne ces gros poissons soit en linéaire, soit en diagonale. C'est qu'ils sont un peu plus loin du sondeur aussi. Le sondeur, donc les échos du sondeur, ça a une incidence? Ça, c'est délicat à dire. J'ai vu trop de compètes où le dimanche après-midi, ça se mettait à mordre alors qu'il s'était fait tabasser la gueule par des sondeurs pendant 2 jours. Non, moi, j'y crois pas, ça. Donc ça, j'y crois pas trop. Après, par expérience, moi, j'irais même plus précisément. La plupart des gros sondes qu'on prend en linéaire, c'est sur la première descente du leurre. C'est sur le premier lancer sur le poste. C'est-à-dire que ça descend, t'es pris ou t'es pas pris. Après, tu feras des plus petits. Ça, je ne l'ai pas noté non plus sur les gros poissons, je ne l'ai pas noté. Sur les 10 ans, enfin les 10 dernières années, c'est très, moi, très je sais qu'en tout cas, tous les plus gros poissons que j'ai fait, donc, tout ce qui a dépassé le mètre, c'est, comme dit Gaël, ça a toujours été au premier passage. Samir, c'est moins vrai sur le Rhône? Moi, ça peut pas été Je ne l'ai pas noté. Oui, j'ai réussi régulièrement des gros poissons à mitrailler une zone et puis à un moment, pam, tu les enchaînes, ça ne dure pas longtemps. Mais des zones plus profondes peut-être, non? 4,50 m, c'est pas très profond non plus. Mais nous, on les prend dans moins que ça. Ouais, c'est ça. Nous, on les prend vraiment dans 4,50 m, moi, j'ai déjà remarqué ça. Par exemple, tu pêches un tas d'arbres, tu vas tourner autour, à un moment, tu auras le bon angle, ça va tomber dessous, tu vas le prendre. C'est ça. Nous, quand on dit mais si tu passes pas dessus, tu les prends pas. Ces gros poissons qui sont dans le pas d'eau, là, c'est 50 cm, 1 mètre dans l'eau, c'est ça. C'est vraiment ça tombe, c'est pris. Sans quoi, après, tu feras plus petit. Après, je pense que, je sais pas, vous le pêchez aussi en lac. Moi, je crois que les plus gros cendres qu'on peut sortir, c'est en fleuve. En tout cas, les plus combatifs, ça c'est sûr, au moins les plus rigolos, quoi. Ceux qui peuvent te sortir un pot de fond. Après, chez vous, je vois si on prend le Rhône, mais après, tu as... Moi, je parle du Rhône. Si on prend la Saône, par exemple, c'est pareil, ça produit des très très gros poissons. C'est des rivières où des 90, 95, des 100, il en tombe. Le Rhin, il y a des poissons énormes dessus, même si c'est sous-pêché. Si on le compare par rapport à la pêche en lac... Avec les 3 fleuves, là, Rhône... Les fleuves, ça produit Saône vraiment des gros. Et Seine, on donne les 3 hotspots de la pêche du cendre en fleuve en France? Non, je pense que sur le Rhin, il y a plus gros à faire encore. La Meuse, la Meuse, c'est énorme. La Meuse, c'est énorme en termes de gros poissons. C'est énorme. C'est un peu moins pêché que les autres aussi. Puis après, il y a des petites rivières. Il y a des petites rivières qui produisent des gros poissons. La rivière proprement dit, la Creuse, sous le barrage des Gusons, entre Argenteau-sur-Creuse et le Blanc, c'est un secteur que je connais bien. Il y a 1,50 m de flotte, ça court comme une rivière à truites. Je peux te dire que des gros cendres, il y en a, et il y en a vraiment. T'en prends pas un de temps en temps, quoi. Il y en a. Et l'eau, elle est limpide, ça pisse, tu vois toujours tu vois ce qu'on est. Ça va que c'est la deuxième, parce que maintenant, l'année prochaine, il n'y en aura plus là-bas. Alors, tel point, allez. Non mais c'est large, t'inquiète pas. Ça fait quand même... Après, la magie, de la pêche en fleuve, c'est que si vraiment tu as identifié le poste avec les courants qui se dessinent et tout ça, c'est tu sais quand tu vas avoir ta touche, quoi. Et ce côté-là, si tu veux, surtout en linéaire, en vertical, ça le fait pareil, mais en linéaire, c'est juste magique parce que tu travailles sur des tensions dans une bannière. C'est-à-dire autant en vertical, tu vas chercher à être tendu pour gérer bien le truc, autant en linéaire, tu vas chercher à être à peine tendu. Et ce côté à peine tendu, quand tu vois que tu arrives dans la bonne veine d'eau, là, tu sais que l'autre, il est là, et tu vas descendre la petite marche et qu'arriver dans le bas, ça va se faire gameler à tous les tours, c'est quand même magique. J'adore ces pêches, moi, à passer dans le courant, où il ne faut pas laisser le plomb. Ouais, ça sibille un peu au toc. Où vraiment, porter ton leurre. Tu te dis, tiens, il est là, et que c'est juste des tensions de ligne, et que tu sais que tu as ta touche, et que tu l'as parce que c'est bien passé. Je trouve ça à la fois valorisant, si tu veux, par rapport à l'interprétation que tu as fait des poissons au moment donné. Mais c'est des belles pêches, c'est des pêches propres, en fait. Et je te dis,
c'est les fois où tu n'as pas besoin de sondeur pour pêcher le cendre, il n'y en a pas tant que ça. C'est-à-dire que là, pour une fois, tu te dis, maintenant, je vais regarder avec mes yeux déjà avant de me faire mal. Non mais t'es trop lyrique là, ça reste du cendre quand même. Hein. Faut pas déconner. Je me demandais quand est-ce qu'il allait intervenir. Bon, merci les gars, je crois qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas un petit tour sur ce sujet qui est très très vaste. C'est terminé pour ce Fishing Club numéro 2. Merci Beaucoup d'être venus. On espère vous revoir très bientôt sur ces canapés.